Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. C'est toujours très intéressant de pouvoir présenter ces travaux dans des lieux comme celui-là. Donc, je voudrais remercier les organisateurs. Et puis, avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour Marcel Dorini, qui aurait dû présenter il y a une semaine une conférence, qui est décédé. C'était un collègue et c'était aussi un professeur que j'avais eu en 4e. Donc, voilà, je voulais penser à lui avant de commencer. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une thématique qui est assez bien connue finalement du grand public, qui concerne les relations entre Napoléon Bonaparte et le monde des sciences, le monde des savoirs. Napoléon Bonaparte et les savants ont fait l'objet depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, de très nombreux récits. On pourrait dire même que la mythologie de l'empereur, la mythologie, ce qu'on appelle la mythologie bonapartiste, a été largement construite sur deux piliers: le rôle joué par Bonaparte dans l'histoire militaire et également le rôle joué par Bonaparte dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire des sciences et des savoirs. Je vous ai mis quelques thématiques qu'on retrouve forgées dès l'époque, lorsque Napoléon construisait finalement son propre récit mythologique. Il apparaît d'abord comme la figure du savant au pouvoir, illustré en particulier par son entrée. J'y reviendrai dans une institution très importante à l'époque, l'Institut national des sciences, des arts et des lettres. Il y entre comme mathématicien en 1797, remplaçant Carnot. Et cette entrée fait de Bonaparte un jeune savant qui est un de ceux qui parvient au pouvoir. Et puis il apparaît surtout comme la figure du héros, au service du progrès des sciences. Cette figure du héros ou du restaurateur des sciences et des arts va être construite dès son arrivée au pouvoir en novembre 1799. La légitimité politique du jeune Bonaparte va être construite autour du discours selon lequel, après la Révolution française, son arrivée au pouvoir va permettre en quelque sorte une renaissance de toutes les activités scientifiques, mais aussi littéraires et artistiques. Et ce discours, finalement, on va le voir, va guider, en quelque sorte, cette mythologie et va guider son action tout au long de son règne jusqu'en 1815. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, c'est, en fait, partant de ces thématiques, essayer de faire une chose, c'est de revenir, en quelque sorte, sur cette légende construite par Bonaparte en insistant sur une histoire croisée entre les dynamiques politiques et les dynamiques scientifiques. C'est ce que j'ai appelé essayer de croiser des temporalités différentes. On sait que les innovations, les recherches scientifiques, parfois se situent dans la longue durée. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de croiser justement l'histoire des sciences, en prenant en compte la longue durée, et l'histoire politique qui se construit dans la courte durée, en vous montrant que si Bonaparte a joué un rôle, en effet, en faveur des sciences, l'intérêt également de s'interroger sur ce qu'ont fait les savants pour Bonaparte, et en quelque sorte essayer de vous montrer en quoi les savants de l'époque, les savants du moment consulaire et impérial, qui très souvent avaient commencé leurs travaux et leurs recherches avant ces régimes, eh bien, ont contribué eux-mêmes à la puissance, ce qu'on appelle la puissance impériale du moment, et ils ont eux-mêmes largement, en quelque sorte, contribué à forger non seulement la légende, mais à forger le pouvoir bonapartiste entre 1799 et 1815. Alors, je vous ai mis une petite indication. Il faut savoir que je vais m'appuyer naturellement sur des travaux récents. Pendant très longtemps, il faut savoir que cette histoire des relations entre les savants et les sciences et Bonaparte a été un peu négligée en France. Les historiens s'intéressaient surtout à la geste militaire, en occultant cette relation entre Bonaparte et les savants, focalisant sur quelques grandes personnalités uniquement. Or, depuis les 20 dernières années, il y a eu de très nombreux travaux menés par des jeunes historiens qui, par des approches différentes, permettent, alors je vous ai mis quelques noms, Isabelle Laboulé, Thomas Leroux, Maria Pia Donato, qui permettent d'en savoir un peu plus, à travers en particulier des travaux sur les archives, savoir un peu plus justement sur ces relations complexes entre le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis
un article qui fait un petit peu une synthèse de ces nouvelles problématiques dans les annales de la Révolution française de 2019. Donc mon exposé sera organisé en 3 parties. Une première partie qui va essayer de vous montrer comment, très rapidement, Bonaparte et naturellement son administration va s'atteler à réorganiser de manière institutionnelle le monde des sciences et des savoirs. Indéniablement, si vous voulez, Bonaparte très rapidement va agir, intervenir pour transformer, on va le voir, en profondeur le monde des savants et des savoirs. Dans la deuxième partie, je m'intéresserai à l'ordre des savoirs, vous montrer précisément en quoi justement ce moment consulaire et impérial se caractérise par l'émergence de nouveaux savoirs, par l'émergence de ce qu'on pourrait appeler de nouvelles manières de regarder le monde, de nouvelles représentations du monde, et en quoi ces savoirs vont participer à l'ordre, à la remise en ordre social et politique du régime. Enfin, en troisième partie, je voudrais m'intéresser aux transformations pratiques qu'ont pu provoquer les sciences, en particulier en prenant l'exemple de Paris, en montrant comment Paris est devenu non seulement la capitale universelle des savoirs sous le consulat et l'Empire, mais comment Paris est elle-même devenue un objet d'expérimentation et a pu se transformer sous le consulat et l'Empire. Première partie, donc, reprenant en quelque sorte ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est clair que dès son arrivée au pouvoir, Bonaparte va s'appuyer sur des réseaux qu'il a construits auparavant, des réseaux au sein de l'armée, au sein de l'administration, et des réseaux proches de lui constitués de grands savants. Je vous en ai mis quelques-uns, donc ce qu'on appelle les savants et les masses de granit, c'est-à-dire ce personnel de notables réduits qui va très rapidement entourer en quelque sorte Bonaparte. Je vous rappelle qu'il arrive au pouvoir par ce qu'on appelle le coup d'État du 18-19 Brumaire, du 9-10 novembre 1799. Et il faut savoir qu'au départ, le pouvoir de Bonaparte est encore un pouvoir fragile. C'est un pouvoir qui est contesté sur sa gauche, puis sur sa droite. C'est donc un pouvoir qui a besoin de construire sa légitimité. Rien n'est joué au tout départ pour Bonaparte. Il doit donc s'appuyer sur des personnalités savantes et militaires. Et parmi les savants, vous allez retrouver quelques grands noms des sciences de l'époque, sur lesquels je vais revenir, qu'il va, placer à des postes clés. Le chimiste et physicien Pierre-Simon Laplace, qu'il va nommer immédiatement comme ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas une grande réussite, il reste quelques semaines, il va le remplacer par son propre frère, qui sera lui-même remplacé par un autre chimiste très important à l'époque, Jean-Antoine Chaptal, ancien élève de Lavoisier, qui va être nommé en 1800 ministre de l'Intérieur, Chaptal restant ministre de l'Intérieur jusqu'en mai 1804, c'est-à-dire jusqu'à la proclamation de l'Empire. Le ministère de l'Intérieur, il faut le savoir à l'époque, constitue véritablement la clé du pouvoir administratif et politique. Le ministère de l'Intérieur, c'est comme si aujourd'hui ce ministère réunissait le ministère de la police, de l'agriculture, de l'instruction publique, tout ce qui concerne les communications, les postes. Bref, c'est un ministère véritablement omnipotent. Vous voyez, placer un savant à sa tête, c'est véritablement accorder à la science un poids, un rôle très important dans les institutions de l'État. Il y a d'autres institutions très importantes qui vont être mises en place à partir de janvier 1800 et la mise en place de ce qu'on appelle la Constitution de l'an 8, en particulier qui reconstitue tout l'ordre politique avec de nouvelles assemblées, en particulier le Sénat conservateur, dans lequel, Sénat conservateur, une soixantaine d'individus qui vont non seulement occuper des postes clés dans l'appareil législatif, désormais c'est le Sénat qui, en quelque sorte, valide toutes les lois du régime, et les sénateurs, surtout, acquièrent de très grands domaines et des fortunes très importantes. Ce qu'on appelle les sénatories, en quelque sorte, ils deviennent propriétaires donc, de biens importants, et entrer au Sénat, faire entrer au Sénat des savants, c'est déjà conférer à ces savants, vous voyez, une sorte d'autorité et leur donner les ressources suffisantes pour ensuite constituer leurs travaux. Il va faire entrer 2 savants importants, Antoine Fourcroy, autre chimiste, qui va devenir directeur général de l'instruction publique entre 1802 et 1803. C'est lui qui va être à l'origine, tout à l'heure on va en reparler, de la fameuse loi sur les lycées,
qui remplace en quelque sorte les écoles centrales. Autre grande personnalité du Sénat, Bernard de Lacépède, professeur au Muséum d'histoire naturelle, grand naturaliste, grand ami de Buffon, qui va devenir, en plus d'être sénateur, en 1803, Bonaparte va le nommer grand maître de la Légion d'honneur lorsqu'il crée ce nouvel ordre. Enfin, Gaspard Monge, mathématicien et physicien, préside à partir de 1806 le Sénat. On pourrait multiplier les exemples. Je voulais revenir sur un fait qui est très important. Très rapidement, dès le début de sa prise de pouvoir et jusqu'en 1815, il est clair que ce régime politique se caractérise par le fait que les savants participent du pouvoir politique administratif. Les savants ne sont pas au pouvoir, mais véritablement sont mis dans des positions qui leur confèrent une certaine autorité. Cela montre et cela renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée selon laquelle non seulement Bonaparte fait confiance aux sciences, mais surtout, voyez, s'entoure d'une garde rapprochée. La plupart des individus dont je vous ai cité sont des collègues, des collaborateurs avec Bonaparte depuis plusieurs années. En particulier, vous voyez, on y reparlera tout à l'heure, certains d'entre eux, comme Monge, ont participé à la fameuse expédition d'Égypte entre 1798 et 1800. Et je dirais, ces Égyptiens, il y en a d'autres, Berthollet, etc., constitueront la garde rapprochée au niveau scientifique de Bonaparte. La deuxième chose qui montre un petit peu cette envie de restauration, ce sont l'ensemble des réformes institutionnelles que Bonaparte va lancer en collaboration, naturellement, avec l'ensemble des savants dont j'ai cité les noms. Alors, la première grande réforme qui touche les sciences, c'est la réforme des institutions pédagogiques. Indéniablement, si vous voulez, il va y avoir une relation très claire entre ce qu'on appellerait aujourd'hui le monde de la recherche et le monde de l'enseignement. Bonaparte, entre 1802 et 1809, entre la réforme des lycées et la création des universités entre 1806 et 1808, va profondément bouleverser, réorganiser l'ensemble du système éducatif. Bon, vous savez que il vient en quelque sorte, il synthétise un mouvement qui a commencé sous la Révolution française, dès 1789 en quelque sorte. Les révolutionnaires ont voulu réorganiser l'école dans son ensemble, les différents niveaux scolaires, niveau élémentaire, niveau secondaire et niveau supérieur. Entre 1789 et 1799, vous avez une série de réformes qui touchent l'ensemble de ces cadres. Et finalement, Bonaparte, qui, s'appuyant sur l'expérience et les différentes expériences, va rationaliser l'ensemble. Une rationalisation qui se double d'une disciplinarisation. L'école, en quelque sorte, doit être organisée sur le modèle militaire. Création des lycées qui remplacent ce qu'on appelle les écoles centrales. Une de la création, les deux facteurs importants de la création de ces lycées, au-delà même de la réorganisation des études, c'est d'une part la création d'un internat et d'autre part la création du poste de principal, de proviseur de lycée, un poste disciplinaire qui permet en quelque sorte de faire de ces institutions des institutions où l'élève vient non seulement apprendre, mais est aussi amené à apprendre une discipline qui doit en quelque sorte lui permettre de répondre aux fonctions que l'on lui assigne. Donc vous le voyez, cette réforme scolaire va permettre l'émergence de ce qu'on pourrait appeler le temps des professeurs. Sous le Consulat et sous l'Empire, un des effets des transformations institutionnelles, c'est d'ériger, en quelque sorte, ce que certains adversaires du régime vont appeler une nouvelle caste de savants. Une nouvelle caste de savants, j'ai peut-être été un peu vite, voilà. Donc, si vous voulez, une nouvelle caste de savants qui va se caractériser en particulier par le rôle et l'importance que vont avoir très rapidement, à partir de 1799-1800, les professeurs des grands établissements pédagogiques parisiens. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, ce n'est pas Bonaparte qui crée ces établissements. La plupart de ces établissements ont été créés entre 1794 et 1799. Mais Bonaparte va renforcer la position des professeurs de l'ensemble de ces institutions pédagogiques. Il va donner en quelque sorte à ces institutions pédagogiques un poids très important en faisant
des professeurs, non seulement des spécialistes, mais aussi des hommes riches. Et ça, c'est quelque chose d'important, cet aspect financier, contrairement un petit peu à ce qui se passait en particulier sous le régime du Directoire, la République du Directoire que Bonaparte va renforcer. Les professeurs de ces institutions étaient souvent très mal payés. Bonaparte va leur garantir en quelque sorte un salaire élevé et surtout un salaire régulier. Il va faire donc, si vous voulez, de ces professeurs des grandes institutions pédagogiques des savants qui vont pouvoir désormais s'appuyer sur une institution. Une institution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des élèves, ça veut dire des matériaux de savoir, des bibliothèques, on y reviendra, des collections. Et surtout, il va faire de ces professeurs de véritables notables, en leur donnant une assise financière, j'en parlais tout à l'heure, une assise financière qui va leur permettre à ces professeurs eux-mêmes de pouvoir, en quelque sorte, se construire une clientèle et surtout pouvoir financer leurs propres recherches. Ça, c'est quelque chose d'important puisque on voit bien comment, si vous voulez, à travers ces grandes institutions pédagogiques, se dégage désormais une élite de professeurs. À partir de 1799, c'est assez intéressant quand on lit la correspondance entre les différents savants. Désormais, faire carrière dans le domaine des sciences, on pourrait trouver, je pense, la même chose dans le domaine des lettres et des arts. Faire carrière, c'est rester à Paris. S'éloigner de Paris pour des missions, pour un voyage, peut risquer gros. Et les contemporains commencent à avoir bien conscience du risque à quitter Paris, et on le voit ça dans les correspondances. Dès les années 1800, finalement, certains savants préfèrent ne pas partir plutôt que de rester, plutôt que de risquer de perdre leur place. C'est un mouvement qui commence bien avant, mais qui s'accentue sous l'Empire. Et par exemple, je vous rappelle qu'à partir de 1800, un certain nombre de savants sont encore en Égypte. En Égypte, il y a encore des savants jusqu'en 1802. Et par exemple, se joue entre un Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, un naturaliste qui est en Égypte, et qui, à partir de 1800, ne cesse régulièrement d'envoyer des lettres aux membres du Muséum d'histoire naturelle et au ministère de l'Intérieur, parce que pour lui, rester en Égypte, c'est véritablement mettre en péril sa propre carrière. Et donc, il y a un processus qu'on peut appeler un processus de sédentarisation du monde des sciences. À Paris, l'idée étant désormais que plus personne ne bouge et que ceux qui bougent viennent à Paris pour faire carrière. Et c'est vrai que Paris devient en quelque sorte un lieu très attractif où finalement chacun rend visite désormais aux professeurs de ces grandes institutions. Donc ces grandes institutions, Polytechnique, l'École des Mines, le Muséum, l'École spéciale des langues orientales, qui très souvent est oubliée dans l'histoire des sciences, mais qui constitue véritablement à partir de 1800, en complément de la bibliothèque impériale, l'école spéciale des langues orientales devient un lieu très important et essentiel dans la constitution des savoirs. C'est là que, à travers des savants comme l'anglais Sylvestre de Sacy, se développe tout un domaine de savoir sur la connaissance des langues dites orientales, c'est-à-dire très souvent des langues anciennes, mais aussi des langues lointaines, et que se développe en France tout un domaine de savoir qui va jouer un très grand rôle dans l'histoire des langues comparées, dans l'herméneutique, dans tout un ensemble de nouveaux savoirs pendant tout le XIXe siècle. Le Collège de France, qui, je rappellerai, est la seule institution de toutes ces institutions qui est créée sous l'Ancien Régime et qui va perdurer tout au long de la Révolution. On l'oublie très souvent. La seule institution qui n'est pas supprimée par les révolutionnaires, c'est le Collège de France. Il y aura des cours et le collège redevient un lieu de savoir aussi important en 1800. Donc là, je vous ai mis, c'est un tableau qui est illisible, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on appelle l'émergence de véritables patrons à partir de l'Empire. Je m'excuse, je ne focaliserai pas uniquement sur les finances, mais vous savez comme moi que les finances sont quand même au cœur d'un certain nombre de problématiques. Et là encore, quand on regarde les salaires que touche, il faut savoir qu'un instituteur, c'est à peu près 100 livres par mois. Donc, pour vous donner un petit peu, vous voyez, quelqu'un comme... alors l'exemple extrême, c'est Cuvier, Georges Cuvier, le naturaliste, qui arrive, vous voyez, alors, en plus, il n'y a pas tout leur salaire ici. Je vais vous expliquer pourquoi, mais Cuvier, il arrive à cumuler 35 200 livres par mois. Ça fait de Cuvier un des fonctionnaires
les plus riches, parce que Cuvier, il cumule. Parce que parmi justement les avantages que Bonaparte donne à ses savants, il leur permet de cumuler des postes. Ce qui est interdit, par exemple, à des savants, à des professeurs de lycée. Ces grands savants peuvent cumuler. Donc certains, vous voyez, comme Cuvier, ce qui explique, vous voyez, que Georges Cuvier ait laissé un nom dans l'histoire des sciences, parce que Georges Cuvier, dès l'époque, avait la possibilité, grâce à son argent, d'abord alimenter une très forte clientèle, et puis au sein du Muséum d'histoire naturelle, si vous voulez, il avait la possibilité d'acheter, d'aménager des locaux, etc., grâce à sa fortune. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pour ça qu'il a une réputation un peu plus grande que Jussieu. Alors Jussieu, c'est vrai, apparaît comme un petit peu plus pauvre. Il faut savoir que Jussieu avait une fortune personnelle immense, beaucoup plus supérieure d'ailleurs à tous les autres. Il vivait véritablement comme un noble, c'était un manieur d'argent. Et donc on voit bien comment ces savants, si vous voulez, à travers ces différentes fonctions, appartiennent dans la société consulaire et impériale aux élites. Alors naturellement, quand on parle des savants, c'est un trait de cette période, c'est une minorité de savants. Et d'ailleurs, dès l'époque, il faut savoir que le monde des sciences est un monde très conflictuel parce que Bonaparte va reconstituer une sorte d'élite assez réduite, provoquant naturellement des contestations, et on en reparlera tout à l'heure. Certaines de ces contestations s'appuient sur un certain nombre de dynamiques sociales, financières qui parcourent ce monde des sciences. Autre réforme importante, après la réforme du système scolaire, c'est la réforme des académies. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. L'Institut qu'on connaît aujourd'hui, a été créé en 1795, au moment de la République du Directoire. L'idée étant de vouloir, déjà, vous voyez, chaque régime, à chaque fois qu'il se met en place, revendique en quelque sorte cette position de restaurateur des sciences. Après la fameuse terreur, le gouvernement révolutionnaire, les républicains du Directoire veulent symboliquement se présenter eux-mêmes comme les restaurateurs des sciences. Ils vont donc créer l'Institut national. Bonaparte va réformer cet Institut national. Pour les contemporains, il s'agit presque d'une restauration. Bonaparte, en effet, va réformer cet institut en supprimant une classe très importante sous la République du Directoire, qui était la classe des sciences morales et politiques. Cette classe des sciences morales et politiques avait été créée, il y avait trois classes en 1795, la classe des sciences physiques et mathématiques, la classe des sciences morales et politiques et la classe de littérature et belles-lettres. Bonaparte va supprimer la classe des sciences morales et politiques. Alors il faut savoir, même si j'écoutais pour faire cette conférence un petit peu aujourd'hui comment les académiciens des sciences morales interprètent les choses, en dépolitisant en quelque sorte. Il faut savoir que cette décision de Bonaparte de supprimer la classe des sciences morales et politiques est un acte politique. Il s'agit pour lui de supprimer des oppositions. Cette destruction, cette suppression de la classe doit être remise en perspective avec d'autres formes de répression qui touchent d'autres institutions entre 1802 et 1803. Il supprime des oppositions dans d'autres assemblées, en particulier au tribunat, et un petit peu dans cette volonté de supprimer tous ceux qui peuvent encore se réclamer d'un idéal républicain. Tous ceux qui voudraient faire des sciences morales et politiques des sortes d'outils pour gouverner la France et donc d'assigner à ces savants un rôle politique important, eh bien Bonaparte va supprimer en quelque sorte et va tenter de museler ceux qu'il nomme de manière assez péjorative à partir de 1802, date à laquelle il signe le Concordat. Donc il ne s'agit plus véritablement ici de manifester des sentiments pro-républicains, véritablement. Bonaparte va appeler ces savants, partisans des sciences morales et politiques, les idéologues. Les idéologues que l'on trouvait dans la seconde classe des sciences morales et politiques. Ces idéologues, certains sont plus connus de d'autres, le médecin Cabanis, le linguiste et grammairien Dessus de Tracy, le législateur Garat. Tous ces idéologues apparaissent, qui ont soutenu Bonaparte dans sa prise de pouvoir, qui ont véritablement contribué à former cet espace politique en 1799. Quelques années plus tard, en 1803,
eh bien, ces idéologues deviennent des ennemis et Bonaparte va supprimer cette classe en les répartissant. Alors, il ne les exclut pas de l'Institut, mais il va les répartir donc désormais 4 classes, ne leur permettant plus, en quelque sorte, de jouer une sorte de groupe, en quelque sorte de lobby politique au sein de l'Institut national. En mai 1804, cet institut devient l'Institut impérial des sciences et va contribuer largement, à travers ses travaux, à travers les concours qu'il lance, à promouvoir le nouveau régime. En quelque sorte, si vous voulez, l'Institut national, l'Institut impérial de France, à travers ces 4 classes, reprend en quelque sorte la fonction qu'avaient les anciennes académies royales sous l'Ancien Régime, anciennes académies dont la principale fonction était désormais de contribuer à une sorte de propagande impériale. Et on le verra, alors c'est vrai, peut-être un petit peu moins d'ailleurs pour les savants, mais pour les autres classes, la classe des lettres, littérature et belles-lettres, eh bien, ces classes vont largement contribuer et consolider cette mythologie bonapartiste et napoléonienne. En septembre 1807, vous voyez que ça continue, c'est suppression d'une revue très importante, la revue philosophique, littéraire et politique, revue qui était animée par ces idéologues, qui avait perduré jusqu'en 1807. Et à partir de 1806-1807, on le voit, il y a cette volonté non seulement de lutter, de supprimer tous les cadres possibles d'expression, de position en quelque sorte non conforme au régime, mais on voit également, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'idée de supprimer tous les cadres et tous les lieux d'expression de ce qu'on pourrait appeler un savoir encyclopédique. En supprimant la classe des sciences morales et politiques, Bonaparte, en effet, contribue à accélérer un processus de spécialisation. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en 1795, la fonction assignée aux membres de la classe des sciences morales et politiques était de construire une sorte de savoir encyclopédique. L'idéal sous le directoire était d'unir tous les savoirs. Il fallait construire ce que les contemporains appelaient une science générale de l'homme. C'est pour cette raison que dans la classe des sciences morales et politiques, vous retrouviez aussi bien des hommes de lettres, des philosophes, des artistes, des médecins, des mathématiciens, des physiciens ou des géomètres. Ces membres de la classe étaient assignés à travailler ensemble pour construire en quelque sorte un savoir général qui participait à ce que les républicains appelaient une forme de régénération des populations. À cet idéal, vous voyez, encyclopédique, Bonaparte va répondre que désormais l'encyclopédisme est anachronique, en favorisant les spécialités. Un bon savant doit être un savant spécialisé. Et pour Bonaparte, à partir justement de cette réforme, il n'est plus nécessaire qu'un artiste travaille avec un mathématicien ou qu'un philosophe travaille avec un physicien. Il faut désormais, si vous voulez, que chaque classe travaille de son côté. Je parlais tout à l'heure de sédentarisation des savoirs. On voit, si vous voulez, comment ces réformes participent également à un processus qui va commencer et qui s'accélère dans ces années de spécialisation des savoirs. Autre réforme importante, la réforme de la médecine. Donc on voit, si vous voulez, tous les savoirs vont être concernés par cette véritablement volonté de réorganisation institutionnelle. Je pense que vous connaissez cette loi, on en a encore parlé très récemment autour du professeur Raoult, puisque c'est la loi de réorganisation de la profession médicale qui a lieu, qui est édictée en mars 1803, une loi qui impose, qui réglemente en quelque sorte la profession médicale. Désormais, pour être médecin et chirurgien, vous devez avoir un doctorat, vous devez être docteur en médecine. C'est une loi qui réglemente institutionnellement la profession, qui crée donc des médecins et des charlatans. Dans le code de la médecine, vous avez le terme de charlatanisme qui, justement, stigmatise tous ceux qui ne sont pas médecins, et il y aura des procès de charlatans dès 1804. Autre aspect de cette loi, tout ce qui concerne les médicaments. C'est très important parce qu'à partir de 1803, vous avez là véritablement une réglementation très stricte concernant les médicaments, toutes les thérapies légitimées et ceux que l'on appelle les remèdes secrets, qui désormais seront
exclus des thérapies et surtout des ventes. Il y a naturellement derrière ça une véritable volonté également de recontrôler le marché sur le plan économique et financier. La médecine va donc être véritablement bouleversée en profondeur. Une médecine qui, il faut le savoir, connaît de très importants changements sous le Consulat d'Empire. Ce serait presque une conférence à part, si on veut parler vraiment de la médecine, parce qu'on parle très souvent des grands médecins dans les hôpitaux parisiens, mais il faut savoir que la médecine française, à partir de 1795, mais surtout sous le Consulat et l'Empire, va connaître de très grandes transformations liées à la médecine militaire. Les médecins, il faut le savoir, les médecins, à partir de la Révolution, et donc les médecins qui sont en activité, les grands médecins qui sont en activité sous le Consulat et l'Empire, Larrey, Desgenettes, n'ont pas fait leur classe dans des facultés de médecine. Ils ont fait leur classe sur les champs de bataille. Et si vous voulez, cette formation des médecins sur le champ de bataille va bouleverser profondément toutes les pratiques et les théories médicales en France, non seulement sous le Consulat de l'Empire, mais pendant tout le XIXe siècle. Et il y a ces deux mouvements, si vous voulez, ce mouvement en quelque sorte très institutionnel, redonner en quelque sorte le pouvoir aux médecins désormais qui ont des diplômes et qu'on va retrouver dans les grands établissements hospitaliers, en particulier à Paris, mais aussi privilégier toutes des théories, des pratiques liées à une médecine de guerre qui va jouer un très grand rôle dans les transformations thérapeutiques au début du XIXe siècle. Alors, à côté de cette réorganisation institutionnelle, il y a un aspect financier. J'en ai déjà parlé, je vais aller assez vite. Très rapidement, si vous voulez, l'administration, parce que Bonaparte s'appuie pour toutes ces transformations sur une bureaucratie, une administration importante. Impulser les sciences, impulser la recherche devient en quelque sorte une des priorités assignées en particulier au ministre de l'Intérieur. Chaptal va jouer un très grand rôle dans l'impulsion des recherches, une impulsion des recherches qui vient d'en haut, en particulier à travers, vous voyez, la création de nouvelles sociétés, de nouvelles institutions qui apparaissent dès 1802. Par exemple, une institution importante, la Société d'agriculture. La Société d'agriculture, qui est créée à Paris en 1798, qui va être réformée en 1800 et surtout réorganisée en 1802 en étant à la tête d'un vaste réseau de sociétés d'agriculture dans tous les départements. La Société d'agriculture, c'est très important puisque, on le sait, à l'époque, si vous voulez, l'administration cherche à diffuser un nouveau savoir agronomique. On est au début, alors si vous voulez, c'est assez long, c'est un mouvement qui apparaît dès le XVIIIe siècle, mais l'État doit nourrir ses populations, doit nourrir ses armées. De fait, si vous voulez, à partir de la création de ces sociétés d'agriculture, c'est l'administration, ce sont les savants qui sont présents dans les sociétés d'agriculture qui vont en quelque sorte chercher à normaliser les nouvelles formes de culture, en cherchant en quelque sorte, là encore, à les unifier. On est au début, vous voyez, de tout un mouvement qui commence au début du XIXe siècle, qui va s'achever au XXe siècle, avec la disparition de tout un ensemble d'espèces végétales, animales, qui ne sont pas considérées comme suffisamment productives et qui, justement, n'entrent plus dans toute cette, en quelque sorte, cette volonté de l'administration à promouvoir un certain nombre de savoirs. Vous allez avoir d'autres impulsions de ce genre, d'impulsions administratives, comme la création en 1805, alors d'une institution qui aujourd'hui on a perdu la mémoire, l'Académie celtique. L'Académie celtique est une société savante composée d'historiens, de philologues, d'antiquaires, chargée en quelque sorte d'écrire l'histoire de France. Il s'agit, à travers cette histoire confiée à l'Académie celtique, de répondre à une question. Les Français descendent-ils des Celtes? Alors vous allez me dire, pourquoi on est au moment, si vous voulez, où se créent partout en Europe des débats autour des origines des identités nationales, avec l'apparition des grands récits, plus ou moins fantasmagoriques, les Nibelungen en Allemagne, les légendes en Angleterre, et naturellement, la France ne peut pas rester en quelque sorte muette ou passive par rapport à tous ces débats. Et donc, l'État, Bonaparte, va confier
aux membres de l'Académie celtique, eh bien, la volonté, en quelque sorte, de construire une sorte de grand récit national et de savoir si les Français descendent effectivement des Celtes. Alors, tout ça, ça ne reste pas anecdotique parce que c'est le début où vont être lancées des grandes enquêtes sur l'histoire des patois, des grandes enquêtes sur l'histoire des monuments. On est à un moment donné, si vous voulez, où la France est en quelque sorte couverte d'ensemble de monuments qui n'appartiennent plus à l'Église ou qui n'appartiennent plus aux grandes familles aristocratiques. Et on se demande si ces monuments doivent rester comme ça abandonnés, ou bien est-ce que ceux qui ne sont pas vendus, ou bien est-ce que ces monuments ne peuvent pas être intégrés à un patrimoine national. Autant de questions, vous voyez, qui sont agitées à ce moment-là et prises en charge par les membres de l'Académie des Celtiques qui perdureront, dont les travaux resteront jusqu'en 1815. Toutes ces démarches, toutes ces impulsions, vous voyez, s'inscrivent de manière beaucoup plus large dans d'autres encadrements. On voit le lien, si vous voyez, entre le monde des sciences et puis d'autres types de savoirs qu'on peut appeler les savoirs d'État, au sein, par exemple, de ce qui est promu au sein de chaque préfecture. Les préfets, à partir, donc, qui sont créés en 1800, sont entourés de savants, en particulier pour promouvoir ce qu'on appelle la statistique départementale, c'est-à-dire des grandes enquêtes qui sont lancées régulièrement, tous les ans, en quelque sorte. Le préfet doit envoyer au ministère de l'Intérieur une sorte de cartographie générale du territoire préfectoral. Ces statistiques vont connaître de profonds bouleversements en se mathématisant. À partir des années 1802-1803, on ne décrit plus ce qu'on voit, mais on tente de mesurer les populations, les ressources naturelles, participant, vous voyez, à ce qu'on appelle un savoir d'État, les statistiques étant, là encore, mobilisées, et les statisticiens mobilisés pour améliorer le gouvernement des hommes et des ressources naturelles sous le consulat et l'Empire. Et de la même manière, les préfets vont encourager, pour relayer en quelque sorte ces impulsions qui viennent de Paris, la création de nombreuses sociétés savantes. Et il faut savoir que c'est à partir du consulat et surtout de l'Empire, à partir de 1803, qu'on assiste à un essor très fort de très nombreuses sociétés. Alors ça continuera pendant tout le XIXe siècle, mais vous voyez, c'est le début de ce qu'on appelait les sociétés d'amateurs, alors d'amateurs, de sciences, d'art, qu'on va trouver dans quasiment toutes les préfectures et qui vont relayer à leur tour ces impulsions venues d'en haut. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a des impulsions financières. L'État ne s'arrête pas à juste des grands discours. Le moment bonapartiste se caractérise par plusieurs choses. D'une part, comme j'ai dit tout à l'heure, la régularité des salaires pour les professeurs des grandes institutions. Mais au-delà de ça, c'est la pérennité d'un certain nombre de financements publics, qui vont principalement aux grands établissements parisiens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les établissements de province ne cessent de se plaindre d'être sous-équipés. En particulier, on voit ça pour toutes les bibliothèques de province. Les bibliothécaires, qui sont des gens qui sont de plus en plus professionnalisés, ne cessent de se plaindre du manque de financement. Surtout, ce qui caractérise le moment bonapartiste, c'est le retour de ce qu'on pourrait appeler le mécénat. Bonaparte lui-même, sans passer, donc vous voyez, il faut distinguer l'État, le financement de l'État, et puis le patronage, ce qu'on appelle le mécénat. Bonaparte lui-même va impulser quasiment personnellement un certain nombre de travaux. Alors, je vous ai mis une petite courbe ici. Bon, vous ne regardez pas tout, ça ne sert à rien, mais juste... Vous voyez, donc là, j'ai pris 2 années de financement d'un certain nombre d'institutions. On voit qu'entre 1801 et 1802, le financement de l'Institut Polytechnique, l'école de médecine, quasiment ne connaît pas d'évolution. La seule évolution intéressante, c'est, vous voyez, 2 institutions, le Prytanée, donc l'école, l'ancien lycée républicain, qui devient en quelque sorte la vitrine du pouvoir bonapartiste. C'est Bonaparte, sur sa caisse personnelle, qui va multiplier par 2 les financements donnés au Prytanée. Et puis surtout, il y a tout ce qu'on appelle les encouragements, ou ce qu'on peut trouver dans les sources, les pensions et encouragements. C'est-à-dire ce que donne directement le premier consul, puis l'empereur, à
c'est protéger. Et on voit comment les sommes, c'est la dernière colonne, là, les sommes pour tous ces encouragements connaissent également un essor. Et c'est important parce que Bonaparte va en effet jouer dans certains domaines un rôle très personnel pour impulser un certain nombre de domaines. Alors je vous en ai donné 2 exemples qui sont assez connus, mais qu'il faut rappeler parce que c'est justement dans une double volonté. Dans une volonté politique, Bonaparte, lorsqu'il arrive au pouvoir, veut renouer à une sorte de vision universaliste, qu'on appellera plus tard une vision impériale de la France. Être le restaurateur des sciences françaises, ça ne l'intéresse pas forcément. Il veut être le restaurateur des sciences européennes. Et donc, il va faire venir en France, dès 1800, un certain nombre de savants étrangers, qu'il va en quelque sorte vouloir capter, qu'il va vouloir s'approprier. Ça fait ça rappelle, si vous voulez, certaines stratégies menées par les rois de l'Ancien Régime, de François Ier à Louis XIV. Nombreux souverains ont essayé de faire venir des savants. Bonaparte se réintroduit, si vous voulez, dans cette continuité. Je vous ai donné 2 exemples. Le premier exemple, ça fait écho à l'actualité, tout ce qui concerne la vaccination contre la variole, la petite vérole, une maladie la plus mortifère jusque pendant tout le XVIIIe siècle, qui touchait tout le monde. Bonaparte, alors que, bon, c'est un petit détail, mais il faut le souvenir, Bonaparte, lorsqu'il revient d'Égypte, quelques semaines avant novembre 1799, ne respecte aucune règle sanitaire. C'est-à-dire que vous le savez, normalement, quand on revient d'Afrique, on doit se mettre en quarantaine. L'administration voit arriver le bateau croise la Corse. L'administrateur de Corse dit « je n'ai pas osé arrêter le grand général ». Le général arrive à Toulon, il mouille à Saint-Raphaël, les membres de l'administration arrivent pour le mettre en quarantaine, Bonaparte passe devant eux, personne ne l'arrête. Il aurait pu ramener la peste en 1799, il va prendre le pouvoir quelques semaines plus tard, mais il va investir, si vous voulez, ce domaine, parce que pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est mortifère, et la petite vérole est une des maladies qu'on pourrait qualifier la plus médiatique possible. Il sait très bien qu'en faisant quelque chose dans ce domaine, il va contribuer à soigner sa popularité. Il va véritablement agir pour faire qu'on introduise en France, à partir de 1802, la nouvelle vaccination dite de Jenner, donc un médecin anglais. Dès 1800, il faut savoir que les orphelinats à Paris, les enfants trouvés, vont servir de cobayes à cette vaccination. On va les vacciner contre la vérole. Et ces enfants, donc la vaccination ne se fait pas par piqûre, elle se fait par... on place, si vous voulez, avec une plaie, et ensuite, ces enfants sont destinés à aller vacciner les populations. Alors vous imaginez que c'était une bonne idée, mais à l'époque, très rapidement, ça va susciter de profondes résistances, en particulier chez les membres de l'élite sociale, qui refusent que l'on puisse vacciner le corps de l'élite sociale avec des corps des enfants trouvés. On ne sait pas quelle maladie peuvent avoir ces enfants. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est l'impulsion qui est donnée dès 1800 à cette vaccination qui va... alors vous voyez, c'est important le jeu des finances parce que Bonaparte va en quelque sorte enclencher l'introduction, mais ne va pas gérer financièrement la suite, c'est-à-dire ne va pas financer la suite. Et on le sait, jusque dans les années 1850, ce sont les médecins eux-mêmes qui vont très souvent financer cette propre vaccination. C'est pour ça que c'est moins vrai à Paris, mais quand vous allez dans toutes les grandes villes de province, les plus grandes avenues sont souvent des avenues destinées aux médecins de cette période-là, qui sont les premiers vaccinateurs et des médecins qui ont dû prendre très souvent sur leur propre financement bien les possibilités de vacciner les populations. Puis le deuxième exemple que je voulais vous donner, peut-être c'est plus scientifique, c'est la protection que va donner Bonaparte à un savant italien, Alessandro Volta. À ce moment, en Italie, il y a un grand débat scientifique depuis les années 1790 entre 2 grands savants qui font des expériences sur des grenouilles, etc. Ce sont des expériences qui puisent leurs racines dans de très nombreux débats au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a une électricité animale à l'intérieur même du corps, ou bien est-ce que l'électricité est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va en quelque sorte être ensuite diffusé dans le corps. Ce grand débat, si vous voulez,
se double également d'un petit conflit politique. Alessandro Volta est un partisan de Bonaparte, Luigi Galvani, lui qui croit donc qu'il existe une électricité médicale, est un républicain. À partir de 1801-1802, Bonaparte, qui fait venir à Paris Volta, on le voit, bon là je vous ai mis une reproduction, ce sont des reproductions qui sont très connues. Bonaparte fait venir dans son salon privé, fait faire à Volta des expériences, et en quelque sorte, vous voyez, Bonaparte, non seulement en quelque sorte protège des savants, mais comme le faisait François Ier avant lui ou Louis XIV avant lui, par cette reconnaissance, s'inscrit dans ce qui est en quelque sorte le processus de validation de la vérité scientifique. C'est désormais Bonaparte qui, en invitant Volta à Paris, dit ce qui est vrai ou ce qui est faux dans le domaine des sciences. Et ça, c'est quelque chose, bon, il y a quelques exemples comme ça, mais qui montrent véritablement comment Bonaparte lui-même intervient dans le monde des sciences. Alors, il ne faudrait pas oublier une chose, c'est que si très souvent on dit que le règne de Bonaparte a été justement un règne très important pour les savants sur le domaine des finances, c'est vrai, mais si Bonaparte, on l'a vu, a financé lui-même et qu'il y a des financements d'État, ce qui reste très important pour le financement de la recherche sous le consulat et l'Empire, ce sont les financements privés. Ce sont les financements privés qui restent toujours supérieurs aux financements publics. Alors, je vous en ai donné un exemple ici, qui est la création en 1808 d'une grande institution scientifique française, dans laquelle on va retrouver des gens comme Laplace, Monge, Berthollet. Donc, tous ces savants vont créer une société privée dans leur propre maison, à Arcueil, d'accord, un salon qui va accueillir un laboratoire, qui va accueillir des élèves et qui va devenir véritablement un lieu central pour tout ce qui concerne les recherches en physique, en mathématiques et en chimie en France au début du XIXe siècle. C'est important parce que, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des grandes institutions pédagogiques. Très souvent, les financements au sein de ces institutions pédagogiques ne suffisent pas. C'est-à-dire que même les grands professeurs doivent se réunir et aller chercher des financements privés. En s'associant avec qui? Avec des industriels. C'est assez intéressant dans l'histoire de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'innovation et la recherche en France. Bonaparte et son administration va favoriser justement ce rapprochement entre certains savants, ceux qui peuvent vendre des découvertes, et certains industriels. Alors aujourd'hui, ces problématiques-là sont un peu mieux connues grâce à de très nombreux chercheurs qui travaillent sur l'histoire de l'environnement, l'histoire des pollutions, etc., et qui montrent que justement ce rapprochement, cette proximité, ces collaborations entre le pouvoir scientifique et le pouvoir industriel avaient des bons côtés. Ça permettait en effet de faire des découvertes, de faire des progrès, mais aussi des mauvais côtés, en particulier dans le non-contrôle de certaines créations industrielles, dans le non-contrôle, dans la déréglementation, on pourrait appeler ça aujourd'hui, si vous voulez, qui ont favorisé, dans le Paris et dans les grandes villes de l'Empire, la naissance de ce qu'on pourrait appeler de grandes pollutions industrielles, des pollutions qui ne sont pas prises en compte parce que, vous voyez, légitimées par les propres savants qui participent et qui collaborent avec les industriels. Donc, c'est un petit peu ce double aspect qu'il faut en quelque sorte rappeler. Donc, en tout cas, bien noter cette collusion qui existe également entre industriels et savants. Donc, je vais passer plus rapidement. Donc, il me reste 9 minutes, c'est ça? Bon, écoutez, je vais vraiment passer plus rapidement puisque... Bon, en gros, si vous voulez, une deuxième partie qui consistait à vous montrer comment toutes ces transformations allaient favoriser en quelque sorte l'émergence de la science française. Ce terme de science française commence à apparaître à partir de 1802, en particulier par le biais des visiteurs européens qui viennent à Paris. On vient voir les expériences. Alors, je vous ai mis là ce qu'on vient voir principalement. On vient voir les expériences menées par Pierre-Simon Laplace, dans ce qu'on considère déjà à l'époque, qu'on appelle le Newton français, qui va en quelque sorte dans tout ce qui concerne l'optique, la chaleur, etc.,
revisiter toutes les théories de Newton. On va voir également Georges Cuvier. On va visiter Georges Cuvier. Le muséum d'histoire naturelle s'ouvre au public et on va visiter les grandes collections anatomiques de Georges Cuvier. On va visiter également des gens comme Sylvestre de Sacy. Il faut savoir que la Bibliothèque nationale dont je parlais tout à l'heure devient un véritable atelier oriental. C'est là que l'on imprime, parce qu'on fait venir d'Italie des poinçons orientaux, et c'est là que l'on imprime un certain nombre de manuscrits en langue justement orientale, et toute l'Europe, en quelque sorte, vient à Paris pour non seulement voir, mais très souvent se fournir en journaux ou en imprimés dans la bibliothèque impériale. Et puis il y a d'autres institutions que l'on va voir, et je voulais signaler juste l'Institut impérial des sourds et muets. Il faut savoir que depuis la Révolution et avec l'Empire, cet institut devient un véritable modèle européen. Les instituteurs, Sicard, Itard, Itard va devenir le premier directeur de l'Institut des sourds et muets à Moscou. Toutes ces grandes institutions, en quelque sorte, s'imposent comme de véritables modèles européens. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la science participe d'une mise en ordre sociale et politique. Bon, il ne faut pas oublier que l'ensemble de ces savants, des naturalistes, des médecins, etc., vont légitimer d'autres décisions politiques prises par Bonaparte, participent à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui à une naturalisation des identités. Il faut savoir que, par exemple, on le sait, ça a fait l'objet de très nombreux débats, le rétablissement de l'esclavage, le code civil, ou la mise en place du livret ouvrier en 1804, toutes ces décisions politiques ou administratives vont être suivies, accompagnées par un certain nombre de discours scientifiques qui vont reprendre des discours qu'on croyait avoir complètement disparu sous la Révolution. Eh bien que les Noirs sont naturellement inférieurs aux Blancs, que du côté des médecins, les femmes sont naturellement inférieures aux hommes, du côté des statisticiens et des enquêtes, que les pauvres sont naturellement sous-civilisés. Donc tous ces discours, vous voyez, qui participent de la mise en ordre voulue par Bonaparte, qui rétablit des hiérarchies, qui en quelque sorte tournent le dos à un certain nombre d'idéaux portés par les révolutionnaires, toutes ces politiques vont être accompagnées par certaines théories scientifiques et qui vont les légitimer. Et donc, si vous voulez, je donne par exemple l'exemple sur lequel j'ai pas mal travaillé de ce fameux enfant sauvage de l'Aveyron, que je pense que vous connaissez tous l'histoire, qui arrive à Paris en 1800, qui fait l'objet de très nombreuses observations, qu'on pense pouvoir éduquer. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en 1807, si vous voulez, celui qui devait l'éduquer abdique. Tout d'un coup, Itard, le médecin dont on parlait tout à l'heure, le médecin des sourds et muets, considère que l'enfant sauvage n'est un bon à rien. Malgré tous les efforts qu'on peut faire, il est ce qu'il appelle un idiot congénital. Ce n'est pas Bonaparte qui est responsable de ça. Mais vous voyez, on est dans un contexte progressivement où ce qu'on pourrait appeler tous les idéaux portés par les révolutionnaires, qu'on est capable de changer, qu'on est capable de se transformer, tous ces idéaux tendent à être en quelque sorte abandonnés, sinon mis de côté, au profit d'un discours scientifique qui privilégie les identités fixes. Alors il y a naturellement des résistances. Ce monde des sciences sous l'Empire est en fait très intéressant parce qu'on parle toujours des grands noms, mais il ne faut pas oublier que l'Empire se caractérise également par des conflits très importants. Bon, le conflit le plus important, c'est celui, par exemple, qui va opposer Cuvier à Lamarck. Lamarck qui introduit en 1802 et qui va pendant tout l'Empire se battre pour justement tenter de montrer qu'il existe un autre ordre naturel, et que dans cette nature, il existe des relations, des rapports entre les espèces. On n'est pas encore avec Darwin, mais avec Lamarck, il est possible que les espèces se transforment. Et il s'oppose à Cuvier. Mais il y a d'autres phénomènes tout aussi importants qu'on oublie. L'hypnose. L'hypnose. L'hypnose, ça peut paraître aujourd'hui un petit peu bizarre de parler de ça en sciences, mais à l'époque, si vous voulez, ce qu'on appelait la médecine électrique, qui avait en quelque sorte disparu à la fin du XVIIIe siècle, comme
de manière assez étrange, refait surface au moment de sous l'Empire. Et il y a des médecins qui se réclament de la médecine faite par l'hypnose, qui renvoient, si vous voulez, à des mouvements assez intéressants, puisque certains mouvements refont surface, comme le mesmérisme, l'idée qu'il y a un fluide, etc. Ce qu'on pourrait appeler ces théories aberrantes, comme celle portée par Franz Joseph Gall, qu'il est capable de connaître exactement les tempéraments et le moral de l'homme en lui touchant le crâne. Toutes ces théories, à l'époque, si vous voulez, sont considérées déjà comme aberrantes. Il y a de très nombreuses polémiques autour de ces théories. Mais qu'est-ce qu'elles disent, ces théories? C'est que finalement, que ce soit en médecine, que ce soit en histoire naturelle, les savants, certains savants, refusent l'idée justement que, il y a une forme de naturalisation des identités. L'ensemble de ces savants, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que pour étudier la nature, pour étudier la santé, etc., il faut faire attention à ce qu'ils nomment les rapports, les relations. Ne pas soigner l'homme uniquement en lui regardant son corps, mais en regardant l'atmosphère, le milieu dans lequel il vit. Regarder la nature, non pas simplement comme une sorte de l'ensemble de boîtes qui seraient séparées les unes des autres, mais la marque nous dit ça, regarder la nature, c'est non seulement regarder les relations qui peuvent exister entre les êtres, et c'est surtout prêter attention aux relations que l'homme peut avoir avec la nature. Pour le dire assez vite, si vous voulez, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a des tensions, des conflits de ce qu'on pourrait appeler des cosmologies. Il y a des cosmologies différentes, c'est-à-dire des manières différentes de regarder le monde. Et que pendant la période impériale, eh bien justement, ces manières différentes de regarder le monde vont donner lieu à de très nombreuses tensions, de très nombreux conflits. Plus tard, vous voyez, toutes ces théories vont être reprises par ceux qu'on appelle, dans les années 1820-1830, les romantiques. Bon. Mais ces conflits entre science et non-savoir, savoir illégitime, eh bien, nous en disent beaucoup sur justement l'importance qu'il y a pu avoir pendant cette période. Alors, la partie 3, je vais conclure. Voilà, l'idée, c'était que dans cette partie 3, non seulement Paris est le décor de tout ce que je viens de vous dire, mais Paris va profondément changer du fait de ces dynamiques. Et ce qu'on pourrait retenir, mais je pense que vous y reviendrez, peut-être qu'Aurélien Lignereux vous a déjà parlé de ça, tout ce mouvement, si vous voulez, par exemple, scientifique, va jouer un grand rôle dans l'émergence à Paris de ce qu'on peut appeler les grands dépôts, les grands musées. Tous les grands musées ne datent pas du Consulat de l'Empire, mais indéniablement que la Bibliothèque nationale, le Louvre, le Muséum d'histoire naturelle, le Conservatoire impérial des arts et métiers, sont créés avant, vont devenir, sous le Consulat de l'Empire, du fait des spoliations, des confiscations européennes et de l'histoire militaire, vont devenir des dépôts européens. Et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, la Bibliothèque nationale s'enrichit de milliers de collections, que le muséum voit arriver des milliers d'objets, de collections anatomiques, etc. Ce qui fait que ces grands établissements, non seulement deviennent des institutions pédagogiques et scientifiques, mais deviennent des dépôts, où, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle, si on prend cet exemple-là, aujourd'hui encore, vous avez, quand vous êtes australien, vous trouvez au muséum des spécimens végétaux et minéraux que vous ne trouvez plus en Australie, mais que vous pouvez trouver au Muséum d'histoire naturelle. Paris va devenir, à ce moment-là, une véritable capitale universelle des savoirs, indéniablement, va être transformée. L'idée, par exemple, c'était de vous montrer, là je vais trop vite, comment, à travers, vous voyez, donc, je n'ai pas parlé des ingénieurs, mais naturellement il y a les ingénieurs, une des décisions de Bonaparte va être de relier le Louvre, siège du pouvoir exécutif, au Collège des Cinq Nations, aujourd'hui l'Institut, avec un pont, un des premiers ponts en métallurgie, en métal, qui va donc être le pont des Arts. Une décision importante, mobilisation des ingénieurs, qui tend à relier, symboliser ce lien entre le Louvre, pouvoir politique, et l'Institut, pouvoir intellectuel. Pour conclure, on pourrait dire indéniablement que, j'ai essayé de vous le montrer, Bonaparte a joué un grand rôle dans la transformation des sciences, mais indéniablement, il ne faut pas aussi négliger le fait que les sciences et les savants ont largement contribué
à construire la mythologie bonapartiste. Preuve en est, si vous voulez, les fameux rapports, hein, on dit les fameux parce que ce sont des textes importants, les fameux rapports historiques sur les progrès des sciences et lettres depuis 1789 et sur leur état actuel, présentés à l'Institut entre 1806 et 1808, des rapports prononcés par des grandes personnalités scientifiques, Deland, Cuvier, Chenier et Dacier, dans différentes, qui tendaient à montrer que la civilisation française, grâce à Bonaparte, avait réussi en quelque sorte à illuminer l'Europe. Des savants qui, prononçant ce discours, prononcent également le fait que les sciences françaises ont acquis une autorité universelle qui perdurera un petit peu, mais qui sera largement contestée à partir des années 1820-1830 du fait de nouveaux transformations institutionnelles et de nouveaux rapports de force politiques. Voilà, j'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse et j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Non, on est parfaitement dans les temps et je crois que tout le monde a apprécié de voir à la fois le rôle de Bonaparte dans la croissance des sciences et des sciences ou des savants dans l'image de Napoléon. Mais j'imagine que pour ceux qui allaient plus vite, il va y avoir des questions qui vont nous permettre de savoir ce que vous n'avez pas eu le temps de nous dire. Oui, alors effectivement, je souhaite vous transmettre mes remerciements. Votre conférence a été très intéressante. Ensuite, j'ai une question à propos de l'école de Chartres. Est-ce que vous pouvez me dire où vous la situez parmi les établissements que vous nous avez présentés, s'il vous plaît? L'école des Chartres. Oui, l'école des Chartres. L'école des Chartres, créée en 1821. Postérieure. D'accord, c'est créé par Donou, mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire que si vous voulez, parmi, si vous voulez, les travaux assez récents, qui montrent comment Paris devient un dépôt pour tout ce qui concerne les archives européennes. C'est quelque chose qui était assez peu connu jusqu'alors. Il y a un ouvrage qui est paru l'année dernière qui montre qu'à partir de 1804, Bonaparte et son administration a une stratégie quasiment systématique de faire venir à Paris des grands fonds d'archives administratives, en particulier des États italiens. Non seulement comme volonté de s'approprier ces archives, mais pour que ces archives servent de modèle à l'administration française. Donc vous avez, si vous voulez, des dépôts très importants d'archives, on pourra qualifier de modernes, et des archives anciennes. Et c'est pour cette raison que sous la Restauration, va être créée cette école des Chartes pour justement construire une sorte de personnel spécialisé dans l'étude de ces milliers de documents qui commencent à être... Alors, certes, si vous voulez, c'est le moment où se met en place les musées, les bibliothèques, d'accord, et il faut du personnel pour gérer tout ça. Et en fait, finalement, les chartistes vont être chargés de gérer tous les manuscrits. D'accord, vous allez avoir les bibliothécaires, type Barbier, qui est le grand bibliothécaire de Bonaparte, et puis les chartistes qui vont avoir un rôle essentiel. Donc dans une période en plus, vous voyez, là où on change, j'aurais parlé de la Restauration, je vous aurais beaucoup plus parlé d'histoire. D'accord, la Restauration va mettre l'accent sur l'écriture de l'histoire, reprendre une histoire nationale, différente des Celtes. On parle quasiment plus de Celtes sous la Restauration, mais on va parler des grandes origines glorieuses de l'héritage médiéval, etc., de la France. Vous voyez, l'école des Chartes, ça correspond à quasiment une autre organisation politique et intellectuelle. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il poser une question? Merci. Oui, je vais un petit peu rebondir sur votre conclusion. Vous n'avez pas trop parlé des ingénieurs, tout ce qui concerne les infrastructures. Par exemple, Louis XIV, on pense à Vauban. Bon, il y avait des arrière-pensées militaires, mais enfin, c'est plutôt les sciences expérimentales dont vous avez parlé. Oui, exactement. Non, parce que vous savez, moi, comme vous l'avez vu, je suis spécialiste d'histoire des sciences. Et en France, il faut le savoir. D'accord, il y a une... Bon, voilà. Non, mais voilà, à Paris 1, il y a aussi une collègue qui est professeure d'histoire des techniques. Donc c'est vrai que j'ai naturellement, si vous voulez, je suis plus porté à vous parler de tous ces savoirs. Mais il est évident que j'aurais pu, par exemple, vous voyez, focaliser toute mon argumentation autour des sciences armées ingénieurs. Et là, j'aurais pu avoir un autre discours, une autre vision.
il est clair, si vous voulez, que les ingénieurs... Alors c'est un petit peu, si vous voulez, ça s'inscrit aussi dans une autre chronologie, c'est-à-dire que ce lien, comme vous l'avez dit, hein, c'est moins Vauban d'ailleurs que pendant le XVIIIe siècle. Hein, la création des grandes écoles, l'école des ponts et chaussées, on va retrouver l'école des mines. Bon, se joue à ce moment-là, dès la fin du XVIIIe siècle, un rapport très fort entre l'État et les ingénieurs qui se poursuit en fait pendant la Révolution et que Bonaparte va en fait récupérer. Mais les ingénieurs sont très importants dans le domaine militaire et sont très importants dans le domaine civil. Et il y a 3 ou 4 ans, il y a eu une excellente exposition au musée Carnavalet sur Paris vu par Napoléon, ou le Paris rêvé de Napoléon, je ne sais plus exactement le titre exact, qui montrait très bien comment, en ce qui concerne l'architecture, mais aussi tout ce qui concerne l'aménagement des eaux, d'accord, le canal de l'Ourcq, bassin de la Villette, tout ça, c'est mis en place. Hein, je crois que le bassin de la Villette, c'est 1806. Les travaux durent jusqu'en 1826. Mais vous voyez, tout ça, c'est mis en place par les ingénieurs sous Bonaparte. Hein, et vous avez raison, c'est une histoire majeure et importante qui n'était pas forcément au centre. Mais vous voyez, là, j'ai déjà dépassé mon temps. Si j'avais mis, là, vous auriez été avec moi jusqu'à ce soir. Je me permets juste de vous dire que le catalogue de cette exposition, évidemment, est consultable. Et d'autre part, que, beaucoup plus modestement, au printemps, le comité d'histoire a fait une exposition sur panneaux qui est autour des grilles de la Madeleine, sur le Paris de Napoléon, où on parle de plusieurs exemples qui ont été évoqués ici. Le Pont des Arts, effectivement, première architecture en métal en France. Et puis également le canal, le bassin de la Villette. Enfin, là, il y a une troisième partie qui s'appelle Aménager, donc qui est liée, qui évoque ces questions plus d'approvisionnement, l'aménagement. Qui ont été mis à Paris. Et effectivement, alors peut-être que j'ai un peu oublié sur les tensions qu'il pouvait y avoir parfois entre... Est-ce qu'il y avait des tensions entre les architectes et les ingénieurs, enfin... Bien sûr. De toute façon, dans l'exposition là, de Carnavalet, il y avait, je crois, il y a 1 ou 2 articles qui montrent qu'il y a des tensions très fortes. Et justement, Bonaparte va imposer les architectes comme les maîtres d'œuvre de l'aménagement parisien et va en quelque sorte... Alors que le directoire avait favorisé l'émergence de certains architectes, je pense à Molinos, qui est un architecte très important pour tout ce qui concerne les institutions scientifiques. Ces architectes-là vont en quelque sorte passer au second rang dans l'autorité sur le paysage urbain. Et c'est vrai que c'est intéressant, le deuxième pont métallique, c'est le pont d'Austerlitz, oui, devant le Muséum surnaturel. Là encore, vous voyez, je pense que c'est un peu fortuit ce coup-là, mais bon, c'est quand même intéressant. Et au nouveau musée, parce que le musée Carnavalet a rouvert il y a quelques mois, vous avez des maquettes, enfin, vous pouvez aller voir les maquettes qui étaient déjà, mais qui sont mises en valeur dans la nouvelle scénographie du musée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je crois que on pourra réécouter la conférence en ligne, puisqu'on va la mettre en ligne, et on pourra remesurer toute sa richesse. Je vous remercie. Merci.